Il y a des choses que nous cherchons à comprendre et d'autres qui, simplement, nous résistent. Parfois, en marchant dans un lieu ancien, quelque chose se fige. Ce n'est pas une pensée, pas une image claire, plutôt une sensation diffuse, une densité dans l'air, un ralentissement imperceptible du temps. Comme si le lieu lui-même respirait autrement, comme si la lumière s'était déposée sur les pierres depuis si longtemps qu'elle en avait pris la couleur. Et nous marchons, sans chercher à nommer ce qui nous entoure, sans vouloir reconstituer ce qui fut, nous marchons simplement parmi ce qui demeure. Les ruines ne racontent pas, elles ne transmettent rien de précis, elles ne forment pas de récit. Elles sont là, fragmentées, silencieuses, offertes au regard sans explication, des murs qui ne mènent nulle part, des seuils qui ne s'ouvrent et plus des traces usées jusqu'à l'anonymat. Et pourtant, quelque chose persiste. Pas un message, pas un enseignement, simplement une présence, obstinée, calme, indifférente au temps qui continue de passer. Cette nuit, nous allons marcher ensemble dans ces lieux où la mémoire ne parle plus, où seul le silence demeure, où la trace s'efface lentement sous le sable, sans chercher à comprendre, sans vouloir reconstituer, juste marcher, observer, ressentir. Laissez votre respiration se faire plus lente, sentez votre corps s'apaiser. Nous entrons maintenant dans ces espaces où le passé ne se raconte pas, où il se tient simplement, en fragments, en creux, en ombres portées. Seuil à 100 portes. Le premier pas dans les ruines n'est jamais vraiment le premier. Il y a eu d'autres pas avant, innombrables, oubliés, des pas qui ont usé ces mêmes pierres, qui ont franchi ce même seuil. Mais le seuil aujourd'hui ne mène nulle part. Il reste debout, deux montants verticaux, peut-être un linteau horizontal, les pierres ajustées avec soin. Il y a si longtemps, elles tiennent encore, par habitude, par inertie, par la simple géométrie de leur assemblage. Mais il n'y a plus de porte, plus de passage entre un dedans et un dehors, plus de frontière entre l'ombre et la lumière. Le seuil est devenu monument de lui-même, vestige d'une fonction qui n'existe plus. On le traverse et rien ne change, le même sable de part et d'autre, le même vent qui circule librement, la même lumière rasante du soir. Pourtant, quelque chose en nous hésite, une mémoire corporelle, très ancienne, reconnaît la forme, sait qu'un seuil se franchit d'une certaine manière, avec une certaine attention, une légère retenue, même quand il ne délimite plus rien, même quand il ne protège plus rien. Le corps se souvient de gestes qui ne servent plus, il ralentit imperceptiblement. Peut-être baisse-t-on instinctivement la tête alors qu'il reste assez de hauteur, peut-être pose-t-on le pied différemment, cherchant un sol qui n'est plus là. Ces micro-gestes, ces infimes ajustements révèlent quelque chose. Le « au seuil sans porte » garde encore son pouvoir, pas celui d'interdire ou d'inviter, mais celui de marquer, de signaler, de faire sentir qu'on entre dans un espace différent. Un espace qui fut habité, où des corps ont vécu leurs gestes quotidiens, où des mains ont poussé une porte qui n'existe plus, où des regards ont contemplé un paysage depuis l'intérieur. Aujourd'hui, il ne reste que la forme, le cadre vide, l'encadrement d'un vide. Et nous le franchissons, portant en nous sans le savoir la mémoire millénaire de tous les seuils franchis, de toutes les portes ouvertes et refermées, de tous les passages entre dedans et dehors. Le sable a tout nivelé. Il n'y a plus de différence de hauteur, plus de marche à monter, plus de seuil à enjamber, juste ce passage, cette ouverture, ce cadre. Et nous passons, sans savoir exactement ce que nous franchissons, sans pouvoir nommer ce qui se modifie en nous. Peut-être simplement la conscience, très douce, très diffuse, que d'autres sont passés ici, que ce seuil a compté pour eux, qu'il a structuré leur espace, leur temps,
leur manière d'être au monde. Et maintenant, ils ne structurent plus rien, ils ne délimitent plus rien, ils ne protègent plus rien. Il est juste là, debout, patient, silencieux, témoin de sa propre inutilité, monument à la disparition de sa fonction. Et nous passons, encore et encore, comme pour honorer cette persistance, cette obstination tranquille à demeurer, même vidée de sens, même privée de raison d'être. Le seuil s'emporte, nous apprend peut-être ceci, que la forme survit à la fonction, que le geste persiste quand l'objet a disparu, que quelque chose en nous reconnaît, même dans le fragment, même dans l'absence, l'écho de ce qui fut complet. Et nous continuons à marcher, entrant et sortant de nulle part, franchissant des passages qui ne mènent qu'au même sable, à la même lumière, au même silence. Grain de pierre. Sous les doigts, la pierre n'est pas lisse. On l'imagine souvent ainsi, quand on pense aux ruines, polies par le temps, adoucies par les siècles, mais en réalité, elle est rugueuse, granuleuse, vivante sous la paume. Chaque pierre a sa texture. Certaines sont poreuses, criblées de minuscules alvéoles qui retiennent la poussière, l'humidité de la nuit, peut-être même des pollens anciens. D'autres sont plus denses, plus froides au toucher, comme si elles gardaient en elles la fraîcheur des profondeurs d'où elles furent extraites. Il y en a qui se désagrègent lentement, qui s'effritent en poudre fine sous la pression légère du pouce. Leur surface part par couches, comme des feuillets, révélant dessous une matière à peine différente, à peine plus intacte. D'autres résistent, dures, compactes, refusant l'érosion. Elles gardent leur arête, leur angle, leur netteté, comme si le temps n'avait pas prise sur elles. On pose la main sur un mur, la chaleur du jour y est encore, enfermée. Le soleil a chauffé la pierre pendant des heures, et maintenant que l'ombre s'étend, elle restitue lentement cette chaleur accumulée. C'est une chaleur douce, presque organique, qui passe dans la paume. On pourrait presque croire que le mur respire, qu'il exhale, très lentement, l'énergie solaire absorbée. Plus tard, dans la nuit, cette même pierre sera froide, elle aura donné toute sa chaleur au vent nocturne, elle sera devenue réceptacle de la fraîcheur, gardienne de l'obscurité. Mais pour l'instant, en cette fin d'après-midi, elle est tiède, vivante, presque accueillante. Les doigts glissent sur les joints. Là où deux pierres se rencontrent, il y a parfois un creux, un espacement. Le mortier a disparu depuis longtemps, emporté, par les pluies, dissous par les variations de température, effacé par le frottement du vent chargé de sable. Il reste juste cette ligne, cette fissure, ce vide entre deux masses. Parfois, quelque chose y a élu domicile. Une plante minuscule, presque invisible, dont les racines s'enfoncent dans le peu de terre accumulée. Un insecte qui a fait de ce creux son abri, des graines en attente qui germeront peut-être un jour si l'eau vient. Ces interstices deviennent des micro-mondes, des refuges où la vie persiste, fragile, têtue, adaptée à l'extrême. On pourrait passer des heures à parcourir ces surfaces, à sentir sous les doigts les variations infinies de texture, de température, de densité. Chaque centimètre carré raconte une histoire différente d'érosion, d'exposition, de résistance. Ici, la pierre a gardé les traces d'un outil, des stries régulières, parallèles, où le ciseau a mordu dans la matière. On peut presque voir le geste, le bras qui frappe, la main qui guide. Là, la surface est lisse, usée par des contacts répétés, peut-être une pierre d'angle que les corps frôlaient en passant, peut-être un rebord où les mains se posaient pour l'équilibre. Des générations de gestes ont poli cet endroit précis, ont laissé cette empreinte collective, anonyme, douce, comme du velours minéral. Ailleurs, la pierre a éclaté. Une fissure ancienne, propagée par le gel peut-être, par la dilatation,
Par la simple fatigue de la matière, un morceau s'est détaché et, en tombé, gît quelque part dans le sable. La cassure révèle l'intérieur, plus clair parfois, plus sombre d'autres fois, toujours différent de la surface exposée, comme si la pierre avait deux natures, l'une tournée vers le monde, l'autre gardée secrète. Et maintenant, cet intérieur devient surface à son tour. Il commence son propre voyage d'érosion, de patine, de transformation lente. Dans quelques siècles, il aura peut-être la même couleur, la même texture que ce qui l'entoure, indistinguable, unifié. Le grain de la pierre, c'est aussi cela. Cette présence tactile, cette réalité physique qui ne se laisse pas réduire à l'idée. On peut dire ruine, on peut dire vestige, on peut dire passé. Mais sous la main, il n'y a que cette rugosité, imprécise, cette chaleur spécifique, ce poids exact, la pierre dans son grain, dans sa matérialité irréductible. Elle ne symbolise rien, elle ne représente rien, elle est simplement elle-même, fragment de roche, masse minérale, présence muette, et nous la touchons comme pour vérifier qu'elle est bien là, bien réelle, que nous ne rêvons pas ces lieux, que le passé a laissé quelque chose de tangible, de résistant, d'incontestable. Nos doigts parcourent ces surfaces, cherchant peut-être une connexion, un lien avec ceux qui ont taillé ces pierres, qui les ont assemblées, qui les ont touchées avant nous. Mais la pierre ne garde pas ses mémoires, elle ne conserve que sa propre transformation, son propre vieillissement, sa propre lente dissolution. Enfin, elle n'est pas dépositaire du passé, elle est juste le passé lui-même, devenu matière, devenu présent, devenu grain sous nos doigts. Ombre fixe. Il y a des ombres qui ne bougent presque pas. Dans les ruines, certaines ombres semblent permanentes, fixées, comme si le soleil avait oublié de les déplacer. Au pied d'un mur qui ne s'effondre pas, l'ombre s'étend, toujours à la même place, jour après jour, siècle après siècle. Le matin, elle est longue, étirée vers l'ouest, froide, dense. À midi, elle se ramasse, se concentre, devient une ligne mince au ras de la pierre. Le soir, elle s'allonge à nouveau, vers l'est cette fois, prenant des teintes plus chaudes, plus dorées. Mais toujours, elle revient, toujours au même endroit, toujours selon le même cycle. C'est une des rares constances dans ces lieux, une régularité, une prévisibilité, une forme de permanence. On s'assoit dans cette ombre, le dos contre le mur tiède, les jambes étendues sur le sable frais que le soleil n'a pas touché. Et on reste là, immobile, pendant que le monde tourne imperceptiblement. L'ombre bouge, mais si lentement qu'on ne le voit pas. On peut fixer un point précis, la limite entre lumière et obscurité, et ne déceler aucun mouvement. Mais si on détourne le regard, si on se perd dans ses pensées quelques minutes et qu'on revient, alors on voit que la frontière, il s'est déplacée, que le soleil a progressé, que l'ombre a avancé ou reculé de quelques centimètres. C'est le seul mouvement visible dans les ruines, cette lente migration de l'ombre, cette respiration quotidienne de lumière. Dans l'ombre, la température est différente, pas seulement plus fraîche, mais autre. L'air y a une densité particulière, une qualité presque liquide. Les couleurs changent aussi. Le sable perd son éclat doré, devient gris, presque bleu. Les pierres abandonnent leur luminosité, deviennent masses, sombres, opaques. Mais surtout, l'ombre offre un répit, une pause dans l'intensité, un lieu où les yeux peuvent se reposer, où la peau peut oublier la brûlure du soleil, où le corps peut se détendre sans se crisper. Les anciens habitants connaissaient ces ombres. Ils avaient construit en fonction d'elles, orienté les ouvertures pour capter ou éviter le soleil, créé des espaces où l'ombre dominait aux heures chaudes. Maintenant, ces calculs ne servent plus personne. Mais l'ombre persiste, fidèle, indifférente,
à l'absence de ceux qui l'ont cherchée autrefois. Elle continue son cycle, s'allonge et se rétracte, refroidit et se réchauffe, mécanique céleste appliquée à la ruine. Parfois, l'ombre dessine des formes étranges. Un mur incomplet projette une géométrie fragmentée. Une colonne isolée crée un pilier de pénombre. Un linteau suspendu trace une ligne noire sur le sol. Ces formes racontent l'architecture absente. Elle suggère ce qui manque, ce qui s'est effondré, ce qui a disparu. L'ombre devient négatif de la structure perdue. On peut lire dans l'ombre ce qu'on ne voit plus dans la pierre, la hauteur d'un mur qui n'existe plus qu'à moitié, la position d'une poutre qui a pourri il y a des siècles, l'emplacement d'un toit qui ne couvre plus rien. L'ombre garde une mémoire que la matière a perdue. Au crépuscule, toutes les ombres se rejoignent. Elles cessent d'être distinctes, individuelles. Elles fusionnent en une seule nappe sombre qui envahit progressivement tout. Les murs disparaissent dans cette uniformité grise. Les détails s'effacent. Les textures se noient dans le flou. Il ne reste que des silhouettes, des amasses, des volumes indistincts. La ruine devient abstraction, forme pure, présence sans détail. Et puis la nuit tombe complètement. Et l'ombre n'a plus de sens. Quand tout est sombre, l'ombre n'existe plus. Elle se dissout dans l'obscurité générale. Mais au matin, avec les premiers rayons, elle renaît. D'abord timide, floue, incertaine, puis de plus en plus nette, de plus en plus dense, de plus en plus affirmée. Et le cycle recommence. L'ombre fixe reprend son mouvement, son lent balayage quotidien, sa danse millénaire avec le soleil. Peut-être que dans 1000 ans, quand les murs auront encore diminué, quand les pierres se seront encore effritées, l'ombre sera différente, plus courte, plus fragmentée. Mais elle sera toujours là, tant qu'il restera quelque chose de vertical pour intercepter la lumière, tant qu'il y aura un soleil et une surface pour recevoir son absence. L'ombre fixe, paradoxalement mobile, permanente dans sa récurrence, éphémère dans chaque instant. Elle est peut-être ce qui reste de plus vivant dans les ruines, ce qui bouge encore, ce qui change encore, ce qui répond encore au monde. Pendant que la pierre s'immobilise dans sa lente pétrification, l'ombre continue de danser, légère, immatérielle, fidèle. Pas dans le sable. Chaque pas s'enfonce légèrement. Le sable cède sous le poids, se compacte, épouse la forme du pied, puis, quand le pied se soulève, il reprend lentement sa forme initiale, pas complètement, mais presque. Il reste une empreinte, peu profonde, à peine visible, qui ne durera pas. Le vent va la combler, la lisser, l'effacer. Dans 1 heure, peut-être moins, elle aura disparu. Comme toutes les empreintes qui l'ont précédée, celles d'hier, d'avant-hier, d'il y a 100 ans, d'il y a 1000 ans. Le sable ne garde rien. Il est l'anti-mémoire parfaite. Là où la pierre conserve, le sable efface. Là où la pierre résiste, le sable se soumet. Là où la pierre s'oppose au temps, le sable l'accompagne. Marcher dans le sable, c'est marcher dans l'oubli. Chaque pas est une trace vouée à disparaître. Chaque mouvement laisse une marque déjà condamnée. Et pourtant, on continue de marcher, de laisser ses empreintes éphémères, de tracer ses chemins temporaires, sachant qu'ils ne mènent nulle part, sachant qu'ils ne dureront pas, sachant que demain, quelqu'un d'autre pourrait passer exactement au même endroit, sans jamais savoir que nous y sommes passés. Le sable a tout recouvert, les sols anciens, les dallages soigneusement ajustés, les mosaïques peut-être, les pavements, tout cela gît quelque part sous nos pieds, enseveli, invisible. On marche sur des strates de hitan. Sous quelques centimètres de sable, il y a peut-être le sol que les habitants foulaient quotidiennement. Sous quelques mètres, les fondations, les niveaux encore plus anciens, les occupations précédentes.
Le sable est comme un voile, une couche d'oubli déposée sur tout. Il unifie, il nivelle, il rend tout équivalent. Les espaces qui étaient distincts deviennent un seul plan continu. La rue et la maison, le temple et la place, l'intérieur et l'extérieur, tout se confond sous cette surface granuleuse. Parfois, le vent déplace le sable. Il le chasse d'un endroit, l'accumule ailleurs, et alors, brièvement, quelque chose apparaît. Un bout de pierre pavée, un fragment de carrelage, une bordure, un reste de mur, a enfoui. Ces révélations sont temporaires. Le sable reviendra, couvrira à nouveau, cachera ce qu'il vient de montrer. C'est un jeu constant, une alternance infinie de dévoilement et d'ensevelissement. Le site ne cesse de se transformer, de se recomposer, de changer de visage. Les archéologues le savent bien. Ce qu'ils dégagent aujourd'hui sera peut-être à nouveau enfoui demain. Le sable reprend toujours ses droits. Marcher dans ce sable, c'est sentir sous ses pieds cette instabilité fondamentale. Rien n'est fixe, tout bouge imperceptiblement. Le sol lui-même est mouvant, vivant, respirant. Le pied ne trouve jamais exactement la même résistance. Ici, le sable est fin, presque poudreux, il glisse agréablement. Là, il est plus grossier, mêlé de petits cailloux, il crisse légèrement. Plus loin, il est compacté, durci par l'humidité nocturne qui n'a pas encore complètement séché. Chaque zone a sa texture, sa densité, sa sonorité. Et en marchant, on apprend à lire ces variations. On devine où le sable sera plus profond, où il sera plus stable, où il cédera davantage. Le bruit des pas change aussi. Dans le sable fin, c'est un froissement doux, presque soyeux, un murmure à peine audible. Dans le sable grossier, c'est un crissement plus marqué, un frottement granuleux, un son plus sec. Sur le sable compact, c'est un bruit plus sourd, plus mat, presque un craquement léger. Ces sons accompagnent la marche. Ils sont la seule manifestation sonore dans le silence des ruines, preuve que quelque chose bouge encore, que quelqu'un est là, que le lieu n'est pas complètement abandonné. Parfois, on s'arrête. On se retourne pour regarder les traces laissées. Elles forment un chemin sinueux, hésitant, sans logique apparente. On a marché sans but précis, attiré par une ombre, par un mur, par une forme intrigante. On a changé de direction plusieurs fois, revenu sur ses pas, contourné des obstacles. Et maintenant, on voit son propre parcours inscrit temporairement dans le sable. C'est étrange de voir ainsi objectiver son errance, de constater qu'on n'a suivi aucun plan, aucune logique, aucun objectif, juste une dérive, une disponibilité, une ouverture à ce qui se présente. Et déjà, on voit le vent commencer son travail, quelques grains qui roulent, qui se déplacent, qui commencent à combler les creux. Dans 1 heure, ces traces auront disparu. Le sable sera redevenu surface vierge, neutre, anonyme, prêt à recevoir d'autres pas, d'autres errances, d'autres traces éphémères. Et c'est peut-être cela que le sable enseigne, que toute trace est provisoire, que tout passage s'efface, que la mémoire n'est pas une accumulation mais un flux. Le sable ne garde rien, mais il accueille tout, il ne conserve rien, mais il reçoit tout, il ne fixe rien, mais il enregistre tout, brièvement, avant d'effacer. Et nous marchons, sachant cela, acceptant cette précarité fondamentale, laissant nos empreintes se former et se défaire. Peut-être que c'est là, dans cette acceptation, que se trouve une forme de paix. Le sable nous rappelle que nous ne sommes que passage, que notre présence ici est temporaire, légère, sans conséquences durables. Et étrangement, au lieu d'être angoissant, c'est apaisant. On n'a pas à laisser de marque permanente. On peut simplement être là, marcher, observer, ressentir, et puis partir, en sachant que le vent va tout effacer, que demain, ce sera comme si nous n'étions jamais venus. Et peut-être que les anciens habitants, eux aussi, marchaient dans un sable
qui effaçaient leurs pas. Peut-être qu'ils savaient déjà cette leçon, que malgré leur construction en pierre, malgré leurs efforts pour durer, pour marquer, pour persister, le sable les attendait, patient, inexorable, doux, prêt à tout recouvrir, prêt à tout lisser, prêt à tout faire disparaître dans son uniformité granuleuse. Mur à hauteur d'homme. Certains murs ne s'élèvent qu'à hauteur d'homme. Ils ont perdu leur sommet, leurs assises supérieures, leur couronnement. Il ne reste que cette portion inférieure, ce fragment, ce début qui ne va nulle part. Et pourtant, ils créent encore quelque chose. Pas un abri complet, pas une protection efficace, mais une présence, une limite, une suggestion d'espace. On se place derrière et quelque chose change. Le vent est légèrement différent, moins direct, plus turbulent. Le regard se trouve cadré, orienté, dirigé vers une portion spécifique du paysage. La sensation d'exposition diminue, même si objectivement, on reste visible de partout. Ces murs à hauteur d'homme gardent une échelle humaine. Ils ne sont pas monumentaux, ils ne sont pas écrasants, ils ne sont pas intimidants, ils sont presque familiers, presque domestiques, presque rassurants. On peut poser la main sur leur sommet, sentir l'arête, parfois encore nette, parfois arrondie par l'érosion. On peut regarder par-dessus, appuyer les bras sur la pierre, se pencher légèrement, contempler ce qui se trouve de l'autre, à un côté. Ces gestes sont spontanés, instinctifs. Le corps sait quoi faire avec un mur à cette hauteur. Il a appris, au cours d'une vie, peut-être au cours de millénaires d'évolution, comment interagir avec ce type de structure. Le mur divise l'espace. Même incomplet, même interrompu, il crée une séparation. D'un côté, un espace, de l'autre, un autre espace. Ils sont identiques, le même sable, les mêmes pierres dispersées, le même ciel, et pourtant, le mur les rend différents. Un côté devient dedans, l'autre dehors, même si rien ne justifie vraiment cette distinction, même si le mur ne protège de rien, n'enferme rien, ne délimite rien de fonctionnel. C'est une division, en purement symbolique, purement perceptuelle, mais elle opère quand même, elle structure notre expérience, oriente nos mouvements, influence nos sensations. On suit le mur, on marche parallèlement à lui, le long de sa face, suivant sa direction. Il devient guide, repère, fil conducteur dans l'espace informe des ruines. Parfois il tourne, change de direction, s'interrompt brusquement, et on s'arrête, désorienté, cherchant où il continue, s'il continue. Plus loin, on trouve peut-être un autre segment, aligné, suggérant que c'était autrefois un seul ensemble, ou peut-être pas, peut-être était-ce un mur différent, une autre structure, une autre époque. Dans les ruines, la continuité est toujours en hypothétique. Certains murs portent des traces particulières, des trous régulièrement espacés, où s'inséraient des poutres, des solives, des éléments d'une charpente disparue. On peut imaginer, en regardant ces trous, la structure qui s'élevait autrefois, le toit qui reposait sur ses appuis, l'ombre qu'il projetait, l'espace qu'il définissait. Mais l'imagination reste vague, imprécise, incapable de reconstituer vraiment ce qui fut. D'autres murs gardent des niches, des renfoncements, des creux aménagés, peut-être pour y placer des lampes, des objets, des offrandes, peut-être simples allègements structurels, réduction de poids, économie de matériaux. On ne sait pas, et le mur ne le dit pas. Il offre, en juste ses formes, ses vides, ses absences. La hauteur d'homme crée une intimité. On n'est pas dominé par ces murs, on n'est pas écrasé par eux, on est en dialogue, en relation, en proximité. On peut les toucher facilement, les parcourir du regard sans lever la tête exagérément, les longer sans effort. Ils sont à notre échelle, construits pour des corps comme les nôtres, pour des gestes comme les nôtres, pour des besoins comme les nôtres. Et c'est peut-être là que se trouve le lien le plus direct avec ceux qui les ont bâtis.
pas dans la grandeur monumentale, pas dans la prouesse technique, mais dans cette simple correspondance de taille. Ils avaient la même hauteur que nous, la même portée de bras, la même ligne de regard. Et ils ont construit des murs qui reflètent ces mesures corporelles. Parfois, on s'assoit contre un mur, le dos appuyé contre la pierre, les jambes étendues, le regard perdu vers l'horizon. Le mur devient alors support, appui, présence rassurante dans le dos. On ne le voit plus, mais on le sent. Sa solidité, sa stabilité, sa permanence relative. Il offre un point d'ancrage dans l'espace flou des ruines, un repère fixe dans la mobilité du sable et du vent. Et on reste là, longtemps, sans bouger, sentant la chaleur de la pierre dans le dos, écoutant le silence à peine troublé par le vent, regardant la lumière changer lentement sur les autres murs, les autres fragments, les autres vestiges. Le mur à hauteur d'homme ne prétend plus à rien. Il ne protège plus, il n'enferme plus, il ne soutient plus rien. Il a perdu sa fonction, sa raison d'être, son utilité, mais il garde sa présence. Il est encore là, debout, patient, tranquille, ni imposant ni insignifiant, juste présent, à hauteur d'homme, à échelle humaine, à portée de main. Et peut-être que c'est suffisant. Peut-être que sa simple persistance à cette hauteur précise, à cette échelle familière, crée quelque chose de précieux, un lien ténu mais réel avec ceux qui ont vécu ici, un écho lointain mais perceptible de leur présence corporelle, une trace dimensionnelle de leur existence. Et nous restons là, adossés au mur, sentant ce lien impalpable, sans chercher à le définir, sans vouloir le nommer, juste le recevoir, le laisser être, le laisser nous toucher doucement. Fissures qui respirent. Il y a des fissures qui semblent vivre. Elles parcourent la pierre en lignes sinueuses, imprévisibles, elles se ramifient, se rejoignent, se croisent, créant des réseaux complexes, des arborescences, des cartographies involontaires. Certaines sont larges, béantes, on pourrait y glisser un doigt, peut-être une main. D'autres sont fines, à peine visibles, cheveux de pierre, capillarité minérale. Elles ne sont pas des accidents. Elles sont le résultat de forces patientes, de pressions accumulées, de tensions invisibles. Le gel qui s'infiltre, qui se dilate, qui pousse de l'intérieur, la chaleur qui dilate, le froid qui contracte, le cycle quotidien qui fatigue la matière, le poids au-dessus qui comprime, qui cherche un chemin, qui trouve les zones de faiblesse. La fissure est la réponse de la pierre à ces sollicitations. C'est sa manière de céder sans s'effondrer, de se déformer sans se briser complètement, de s'adapter sans disparaître. On suit une fissure du regard. Elle commence en bas, près du sol, presque horizontale, puis elle monte, change de direction, devient verticale, se ramifie en deux branches qui, en elles-mêmes, se subdivisent. C'est comme un arbre inversé dont les racines seraient en haut, les branches en bas, ou comme un réseau de rivières vu du ciel, un delta, un système de drainage. La fissure draine les tensions comme l'eau draine un territoire. Parfois, quelque chose y pousse, une plante minuscule, opportuniste, qui a trouvé dans cette faille un lieu pour s'établir. Ses racines s'enfoncent dans la fissure, cherchant l'humidité, les nutriments, le peu de terre accumulé. Et en poussant, elles élargissent la fissure, elles amplifient la fracture, elles accélèrent le processus de dislocation. La vie participe à la ruine. Elle s'installe dans les faiblesses, elle exploite les ouvertures, elle transforme les blessures en habitat. D'autres fois, c'est le vent qui habite la fissure. Il s'y engouffre, y crée des turbulences, y produit parfois un sifflement ténu. Les jours de vent fort, on peut entendre la pierre chanter, un son aigu, presque imperceptible, qui varie selon la direction, selon l'intensité,
La fissure devient instrument, flûte de pierre, orgue minimal. Et on se dit que la ruine n'est pas tout à fait silencieuse, qu'elle a sa propre voix, discrète, rare, mais présente. Certaines fissures sont anciennes. Elles datent peut-être de la construction elle-même, défauts initiaux, malfaçons, tassements précoces. D'autres sont récentes, fraîches, aux bords encore nets, non encore adoucies par l'érosion. On peut parfois deviner leur âge relatif. Les anciennes ont des bords arrondis, des parois lisses, des profondeurs comblées partiellement. Les récentes sont tranchantes, anguleuses, vierges de toute colonisation végétale. La ruine continue de se fissurer. Elle n'a pas fini son processus de désintégration. Elle est en cours, en devenir, en transformation permanente. On place l'œil près d'une fissure large. On regarde à l'intérieur, dans cette pénombre linéaire. Il y a un monde là-dedans, des grains de sable accumulés, des poussières, des fragments de pierre détachés, parfois un insecte immobile, attendant, chassant, se reposant, parfois une étoile d'araignée tendue en travers, piège délicat dans la pierre fendue. La fissure crée des microclimats, plus humides à l'intérieur qu'à la surface, plus protégés du vent, du soleil direct, plus stables en température. C'est un refuge, un abri, un espace à part. On glisse un doigt dans une fissure assez large. La sensation est étrange. Les parois sont fraîches, même en plein jour, parfois rugueuses, parfois lisses selon l'endroit. Le doigt ne voit pas où il va, il explore à l'aveugle, il tâtonne, il découvre par le toucher seul. Et soudain, il rencontre un obstacle, une bifurcation, un rétrécissement. On retire le doigt, on regarde la fissure différemment. On réalise qu'on ne peut pas vraiment connaître sa géométrie interne. Elle garde ses secrets, ses profondeurs, ses complexités cachées. Les fissures dialoguent entre elles. Elles se cherchent, se rapprochent, parfois se rejoignent. Quand deux fissures se rencontrent, elles isolent un fragment de pierre, un morceau qui ne tient plus que par inertie, par friction, par l'enchevêtrement des rugosités. Ce fragment attend sa chute. Peut-être demain, peut-être dans 100 ans, un jour, une vibration, un choc thermique particulier, et il se détachera, tombera dans le sable, rejoindra les autres débris, commencera sa propre dissolution. La fissure prépare cette séparation. Elle découpe lentement la pierre en morceaux de plus en plus petits. On pourrait voir les fissures comme des blessures, des agressions, des destructions. Mais elles sont aussi autre chose. Elles sont la respiration de la pierre, sa manière de s'adapter aux contraintes, de relâcher les tensions, de survivre en se transformant. Sans les fissures, la pierre exploserait, éclaterait brutalement, se pulvériserait. Les fissures permettent une désintégration progressive, douce, contrôlée. Elles sont la sagesse de la matière face à l'inévitable. Et nous les regardons, ces lignes fines ou larges qui parcourent les murs. Nous les suivons du regard, nous les touchons du bout des doigts, nous écoutons leur chant ténu dans le vent. Et peut-être qu'elles nous enseignent quelque chose sur la manière d'accueillir nos propres failles, sur la beauté possible de ce qui se fissure, sur la vie qui peut naître dans les fractures. Les fissures ne sont pas des échecs, elles sont des processus, des transformations, des respirations. Et la ruine respire à travers elles, lentement, profondément, inexorablement. Lumière rasante. En fin d'après-midi, la lumière change. Elle devient oblique, rasante, presque horizontale. Elle ne tombe plus du ciel. Elle glisse le long des surfaces. Et tout se transforme. Les textures qu'on ne voyait pas le matin deviennent saillantes. Les reliefs imperceptibles jettent maintenant des ombres. Les moindres irrégularités se révèlent. La lumière rasante est une lumière qui montre. Elle ne masque rien. Elle ne lisse rien, elle accentue tout, chaque grain de pierre, chaque fissure, chaque trace
devient visible. Les murs qui semblaient uniformes le midi prennent soudain du relief. On découvre des inscriptions qu'on n'avait pas vues, des marques de maçons, des gravures, des graffitis anciens. La lumière les caresse, les souligne, les fait émerger de la pierre. Des lettres apparaissent, presque effacées, mais encore lisibles dans cette lumière particulière. Des symboles, en dessin, des traces de passage. Quelqu'un a gravé ceci il y a longtemps. Peut-être un nom, peut-être une date, peut-être juste une marque, un signe de présence, une affirmation d'avoir été là. Et maintenant, dans cette lumière douce, ces traces ressurgissent. Elles dialoguent silencieusement avec nous à travers les siècles. Les ombres s'allongent démesurément. Une petite pierre qui dépasse du sol projette une ombre de plusieurs mètres. Un mur bas devient géant dans son ombre. Le monde se dédouble. Il y a la matière, solide, tangible, limitée, et il y a l'ombre, étendue, exagérée, presque irréelle. On marche parmi ces ombres géantes, on traverse ces projections démesurées de choses minuscules. C'est comme si les ruines s'étiraient, se déformaient, s'agrandissaient dans leurs reflets obscurs. La couleur change aussi. Le sable qui était blanc ou ocre à midi devient doré, puis orangé, puis presque rouge. Les pierres qui étaient grises prennent des teintes chaudes, roses, ambrées. Tout s'embrase doucement, sans flamme, sans chaleur excessive, juste cette coloration progressive. Les ruines deviennent précieuses dans cette lumière. Elles semblent faites d'un matériau noble, d'une substance lumineuse, comme si elles avaient stocké toute la lumière du jour et commençaient à la restituer. C'est l'heure où les photographes viennent. Ils parlent de l'heure dorée, en la golden hour, ce moment bref où la lumière embellit tout. Mais il ne s'agit pas vraiment d'embellissement, plutôt de révélation. La lumière rasante montre ce qui est vraiment là, sans artifice, sans décoration. Elle révèle la texture authentique, le grain véritable, la matière dans sa nudité. On s'assoit, on regarde simplement ce spectacle lent. La progression de la lumière sur les murs, le déplacement des zones d'ombre, le changement graduel de couleur. C'est hypnotique. Le temps semble ralentir, encore plus qu'il n'est déjà lent dans les ruines. Chaque minute apporte une modification subtile, une nuance nouvelle, un détail qui apparaît ou disparaît. On pourrait rester des heures à observer un mouvement imperceptible. Cette danse entre lumière et pierre, cette chorégraphie quotidienne qui se répète depuis que ces murs sont debout, depuis des siècles, des millénaires peut-être. La lumière rasante a éclairé ces murs quand ils étaient neufs, quand ils étaient habités, quand ils vibraient de vie, elle les éclaire, aujourd'hui avec la même fidélité, la même régularité, la même beauté. Les oiseaux parfois traversent cette lumière. Leur ombre file sur le sable, rapide, fugace, vivante. Contraste saisissant avec l'immobilité des ombres de pierre. Le vol d'un oiseau, et soudain on réalise combien tout le reste est figé, combien les ruines sont statiques, pétrifiées, arrêtées. Mais c'est une illusion. Les ruines bougent aussi, à leur rythme, à leur échelle. Elles se transforment, se dégradent, se recomposent, simplement trop lentement pour qu'on le perçoive. La lumière commence à prendre des teintes plus intenses. Le rouge s'approfondit, devient pourpre, magenta presque. Les ombres ne sont plus seulement grises, elles deviennent bleues, violettes. C'est la physique de la lumière, les longueurs d'onde qui se séparent, qui se dispersent différemment selon l'angle. Mais savoir cela n'enlève rien à la beauté, ne diminue pas l'émerveillement. On peut comprendre et être touché en même temps. Puis, progressivement, la lumière faiblit. Les couleurs, en chaudes,
s'atténuent, se refroidissent, deviennent plus douces, plus pâles. L'heure dorée se termine, l'heure bleue commence. Cette transition entre jour et nuit, où la lumière ne vient plus vraiment du soleil, mais semble émaner du ciel lui-même. Les ruines plongent dans cette ambiance bleutée, laiteuse, diffuse. Les contrastes s'adoucissent, les ombres se fondent, les détails s'estompent. Et on reste là, dans cette lumière qui s'éteint doucement, regardant les murs perdre progressivement leur relief, leur texture, leur particularité, devenir silhouettes, formes, masses indistinctes. La nuit approche. Bientôt, il ne restera que des ombres parmi les ombres, des présences devinées, et plutôt que vues, des volumes suggérés par la différence de densité dans l'obscurité. Mais pour l'instant, dans ce dernier reste de lumière rasante, on savoure cette révélation ultime, ce moment où la pierre livre ses derniers secrets avant de se refermer dans la nuit. On regarde, on mémorise, sans vraiment chercher à mémoriser. On laisse entrer en soi ces images, ces couleurs, ces formes, sachant qu'elles reviendront demain et encore après-demain, toujours identiques et toujours nouvelles. Car la lumière rasante et fidèle, elle revient chaque soir, éclaire ces ruines avec la même tendresse, la même précision, indifférente au fait que quelqu'un regarde ou non. Et nous avons eu la chance d'être là ce soir, de recevoir ce spectacle gratuit, cette performance quotidienne que le soleil offre aux ruines. Et maintenant, alors que la lumière disparaît presque complètement, nous portons en nous cette vision, ces pierres dorées, ces ombres étirées, cette beauté simple et profonde. Silence, habité. Le silence dans les ruines n'est jamais total. Il y a toujours quelque chose, un souffle, un frôlement, un craquement ténu. Le vent qui passe, même léger, même à peine perceptible, il fait vibrer l'air, il déplace des grains de sable, il frotte contre la pierre. Ce n'est pas vraiment un bruit, plutôt une présence sonore, une texture acoustique. Ah. Parfois, un insecte vole près de l'oreille, son bourdonnement, minuscule, disproportionné par la proximité. Il traverse le champ auditif, disparaît, revient peut-être. Ou bien c'est un oiseau au loin, un cri bref, isolé, qui résonne étrangement dans l'espace ouvert. Le silence des ruines est un silence habité, pas de cette vacuité absolue qu'on imagine, mais plutôt une qualité particulière du sonore, une raréfaction, une épuration. Il y a tellement peu de sons que chacun devient événement. Le craquement d'une pierre qui se dilate sous la chaleur, on l'entend. Le froissement du sable quand un lézard y passe, on le perçoit. Le claquement lointain d'un tissu qui flotte au vent, on le capte. Dans ce silence relatif, l'ouïe s'aiguise, s'affine, devient plus sensible. On entend des choses qu'on n'entendrait jamais en ville, des nuances infimes, des variations subtiles, des événements acoustiques minuscules. On entend aussi ses propres sons, sa respiration, plus audible qu'ailleurs, presque bruyante dans ce calme. Le frottement de ses vêtements quand on bouge, le crissement du sable sous les semelles, le battement de son propre cœur parfois, dans le silence profond, quand tout le reste se tait. On devient conscient de sa présence sonore, on réalise qu'on n'est jamais vraiment silencieux soi-même, qu'on produit constamment de petits bruits, des sons corporels, des manifestations involontaires. Et dans les ruines, ces sons prennent de l'importance, ils deviennent presque gênants, intrusifs, comme si on dérangeait quelque chose. On essaie de faire moins de bruit, on marche plus doucement, on respire plus discrètement, on évite les gestes brusques, comme par respect, pas pour quelqu'un de précis, pas pour les morts ou les anciens habitants, mais par respect pour le silence lui-même, pour cette qualité rare de l'espace sonore. On ne veut pas le briser, le polluer, le déranger. Parfois, on s'arrête complètement. On se fige,
On retient presque son souffle, on écoute. Et dans ce presque silence, quelque chose d'étrange se produit. On commence à entendre des sons qui ne sont peut-être pas là, en murmures lointains, des échos sans source, des présences acoustiques fantômes. Est-ce le vent qui crée ces illusions, ces pareidolis sonores? Est-ce notre cerveau qui cherche du sens dans le bruit de fond, qui structure le chaos en patterns familiers? Peut-être. Ou peut-être que le silence profond révèle des sons toujours présents mais habituellement masqués. Le bruit de fond de l'univers, les vibrations subtiles de la matière, les fréquences que nos oreilles captent à peine. Les ruines amplifient certains sons. Un mur peut créer un écho, même faible, même bref. On parle, et sa voix revient légèrement, déformée, comme une réponse. Ou bien, elle s'absorbe complètement dans les espaces ouverts, où elle disparaît sans réverbération, avalée par le désert. Chaque endroit a sa signature acoustique. Près d'un mur, la voix porte différemment qu'en plein air. Dans un angle, elle résonne, prend du corps, de la présence. Au centre d'un espace ouvert, elle se perd, s'évanouit, devient insignifiante. On peut jouer avec ces acoustiques, frapper doucement dans ses mains et écouter comment le son se propage, se réfléchit, se dissout. Chanter une note, tenue, et sentir comment l'espace répond, quelle fréquence il amplifie, quelle harmonie il crée. Les ruines deviennent alors instruments, caisses de résonance, architecture sonore. Elles révèlent une dimension qu'on ne soupçonnait pas, une musicalité latente, une capacité à transformer le son. Mais le plus souvent, on reste silencieux. On laisse le lieu garder son calme. On se contente d'écouter, de recevoir, de laisser entrer ce silence habité. Et progressivement, on s'y accorde. Notre rythme intérieur ralentit, notre agitation mentale s'apaise, notre besoin de bruit diminue. On découvre qu'on peut être confortable dans ce silence, qu'il n'est pas menaçant, pas oppressant, pas vide. Il est plein au contraire, riche, dense, plein de toutes les petites présences sonores, de toutes les nuances acoustiques, de toute cette vie discrète qui ne cesse jamais vraiment. Le soir venu, le silence change encore. Il devient plus profond, plus sombre, plus mystérieux. Des sons nocturnes apparaissent, des craquements inexpliqués, des frottements furtifs, des bruits dont on ne trouve pas la source. La nuit porte d'autres créatures, d'autres mouvements, d'autres présences. On les entend sans les voir, on devine leur passage, leur activité, leur existence parallèle. Les ruines ne sont jamais abandonnées, jamais désertes, jamais mortes. Elles grouillent d'une vie minuscule, d'une activité discrète, d'une présence continue. Et le silence habité devient alors évidence. Ce n'est pas l'absence de vie qu'on entend dans ce calme, c'est la vie elle-même, dans sa version la plus simple, la plus essentielle, la plus dépouillée. Un insecte qui marche, une graine qui roule, une pierre qui se contracte en refroidissant. Tous ces micro-événements qui tissent le silence habité des ruines. Et nous, en écoutant, nous devenons partie de ce tissu. Notre respiration s'ajoute au souffle du vent. Nos pas rejoignent le chant du sable. Notre présence s'inscrit dans ce silence qui accueille tout. Quand on quitte les ruines, quand on retourne vers le bruit du monde, on emporte avec soi un peu de ce silence, une capacité nouvelle à entendre le subtil, le discret, l'infime. Et peut-être pendant quelques heures, quelques jours, on garde cette acuité acoustique, cette attention au rare, cette disponibilité au silence habité, avant que le bruit quotidien ne recouvre tout, avant que l'habitude ne revienne, avant que l'oreille ne se referme à nouveau. Mais quelque chose reste, une mémoire, un souvenir corporel, une trace de ce moment où le silence n'était pas vide mais plein, pas mort mais vivant, pas absence mais présence.
Nuit sur la pierre. Quand la nuit tombe complètement, les ruines changent encore. Elles perdent leurs détails, leur texture, leur couleur, elles deviennent silhouettes, masses sombres contre le ciel légèrement moins sombre. On ne voit plus vraiment les murs, on les devine, on les sent plutôt qu'on ne les voit. Ils deviennent présence abstraite, volume, sans surface, forme sans matière apparente. Mais quelque chose d'autre émerge dans cette obscurité. Les sons deviennent plus présents, plus importants, plus signifiants. Ce craquement lointain, qu'est-ce que c'est? Une pierre qui se contracte en refroidissant, un animal qui marche, le vent qui déplace quelque chose. L'oreille devient le sens dominant, l'ouïe remplace la vue. On écoute la nuit, on déchiffre ses bruits, on tente de comprendre ce qui se passe dans l'invisible. La température aussi change. La pierre qui était chaude devient rapidement froide. Elle évacue sa chaleur accumulée vers le ciel dégagé. L'air se refroidit, devient dense, presque palpable. On sent ce froid monter du sol, s'installer, s'approfondir. Si on reste assez longtemps, on commence à frissonner, à chercher un abri, une protection, mais il n'y en a pas vraiment. Les murs sans toit ne protègent de rien. Le ciel devient extraordinaire. Loin de toute lumière artificielle, les étoiles se révèlent par milliers, par millions. La Voie lactée s'étend comme un fleuve lumineux, un pont entre les horizons. On voit des étoiles qu'on n'a jamais vues en ville, des constellations qu'on ne connaissait pas, des profondeurs célestes insoupçonnées. Et soudain, on réalise pourquoi les anciens observaient tant le ciel. Parce que c'était là, magnifique, omniprésent, impossible à ignorer. Chaque nuit offrait ce spectacle, cette profusion, cette immensité. Les mêmes étoiles brillaient sur ces ruines quand elles étaient neuves. Elles brillaient sur les constructeurs, sur les habitants, sur tous ceux qui ont vécu ici. Elles brillaient sur les joies et les peines, sur les naissances et les morts, sur le quotidien et l'exceptionnel. Elles ont tout vu, tout accompagné, tout éclairé faiblement. Et maintenant, elles brillent sur les ruines, avec la même indifférence tranquille, la même régularité imperturbable. Parfois, la lune se lève et tout change à nouveau. La lumière lunaire, douce, bleutée, fantomatique, révèle les formes autrement. Les murs redeviennent visibles, mais différents, comme irréels, comme appartenant à un autre monde. Les ombres sont plus douces qu'en plein jour, plus floues, plus mystérieuses. Le sable brille légèrement, presque phosphorescent, chaque grain reflétant un peu de lumière lunaire. On peut marcher dans cette lumière, lentement, prudemment, en prenant soin de ne pas trébucher sur les pierres invisibles. Le paysage est reconnaissable, mais transformé, comme vu à travers un filtre, comme appartenant à un rêve. Les ruines deviennent théâtrales, spectacles, scènes d'un drame silencieux. Certains disent que les ruines sont hantées la nuit, qu'on y entend des voix, qu'on y voit des ombres, mouvantes, qu'on y sent des présences. Peut-être, ou peut-être simplement que la nuit rend plus sensible, plus imaginatif, plus réceptif à l'étrange, que dans l'obscurité et le silence, l'esprit crée ce que les sens ne peuvent plus vérifier. Mais, hantées ou non, les ruines la nuit ont quelque chose de différent. Une atmosphère, une qualité, une présence qu'elles n'ont pas le jour. Le froid devient plus intense. La pierre semble absorber toute chaleur, devenir réservoir de froid, source de gel. Si on la touche, elle est glacée, presque brûlante de froid. On retire vite la main, cherchant la chaleur de ses poches, de son corps. La nuit enseigne les limites, rappelle la vulnérabilité, remet à sa place. On n'est pas vraiment équipé pour la nuit, on n'est pas adapté à ce froid, on n'est pas confortable dans cette obscurité. Et pourtant, certains restent fascinés par cette transformation,
par cette révélation nocturne des ruines. Il s'enroule dans des couvertures, allume peut-être un petit feu, se prépare à passer la nuit. Et alors, dans les heures les plus profondes, entre minuit et l'aube, il découvre encore autre chose. Le silence le plus complet. Quand même le vent s'arrête, quand même les animaux nocturnes se taisent, quand le monde entier semble retenir son souffle. Ce silence est presque tangible, presque oppressant, presque surnaturel. On entend alors son propre sang circuler, son cœur battre, sa respiration. On devient conscient d'être vivant, d'être corps, d'être processus biologique dans un monde minéral. Et puis, presque imperceptiblement, la nuit commence à pâlir. L'aube approche, la première lueur apparaît, à l'est, à peine. Les étoiles s'effacent, graduellement, les plus brillantes d'abord, puis les autres, jusqu'à ce que seules les plus lumineuses persistent. Le ciel change de couleur, du noir au bleu profond, au bleu clair, au rose pâle. Les ruines émergent lentement de l'obscurité, comme des navires émergeant du brouillard. Leurs formes se précisent, leurs détails reviennent, leur matérialité se réaffirme. Et avec la lumière, tout redevient familier. Les murs sont à nouveau des murs, le sable est à nouveau du sable, les pierres sont à nouveau des pierres. Le mystère nocturne se dissipe, la magie s'évapore, la réalité ordinaire reprend ses droits. Mais quelque chose reste, une mémoire, une impression, un savoir. On a vu les ruines autrement, on les a expérimentées dans une autre dimension, on a touché quelque chose de leur essence nocturne. Et maintenant, alors que le jour revient complètement, on regarde ces murs, ce sable, ces traces, et on sait qu'ils ne sont pas seulement ce qu'on voit le jour, qu'ils ont aussi cette vie nocturne, cette existence, un parallèle, cette présence différente, et que pour vraiment connaître les ruines, il faut les avoir vues dans les deux lumières, sous le soleil qui révèle, et sous les étoiles qui transforment. Mémoire sans voix. Les ruines ne parlent pas. On voudrait parfois qu'elles le fassent, qu'elles racontent leur histoire, qu'elles expliquent ce qu'elles furent, mais elles restent silencieuses, muettes, opaques, fermées sur leurs secrets. Elles ne transmettent rien de précis, rien de narratif, rien de verbal, pas de récit gravé, pas d'inscription explicative, pas de message pour nous. En juste cette présence matérielle, ces formes, ces fragments, cette persistance minérale, et nous devons apprendre à lire autrement, à comprendre sans mots, à recevoir sans explication. Cette mémoire sans voix est frustrante. Elle nous laisse avec nos questions, nos hypothèses, nos incertitudes. Qui vivait ici? Comment? Pourquoi ont-ils choisi cet endroit? Qu'est-ce qui les a fait partir? Les ruines ne répondent pas, elles ne peuvent pas répondre. Elles se contentent d'être là, témoins muets, traces sans parole. Et pourtant, dans ce silence, il y a quelque chose, pas un message clair, mais une présence, une densité, une qualité particulière. On la sent, sans un pouvoir la nommer. On l'aperçoit sans pouvoir l'expliquer. C'est comme une atmosphère, une tonalité, un climat émotionnel qui émane des pierres. Peut-être que cette mémoire sans voix est plus honnête que les récits. Elle ne reconstruit pas, elle ne fabule pas, elle n'embellit pas. Elle offre simplement ce qui reste, sans interprétation, sans ajout, sans transformation. Et c'est à nous de faire avec, de construire notre propre relation, de trouver notre propre sens. Les ruines nous obligent à l'imagination, mais une imagination responsable, une imagination ancrée dans ce qui est là, dans ce qui persiste. On peut imaginer, mais on doit le faire à partir des traces réelles, à formes effectives,
des matières présentes. On ne peut pas inventer n'importe quoi, on doit respecter ce que les ruines montrent, même silencieusement. Cette mémoire sans voix crée une relation particulière. On ne reçoit pas un savoir tout fait, on ne consomme pas une information, on ne déchiffre pas un texte. On entre en présence, on se met à l'écoute, on se rend disponible. Et peut-être que quelque chose se transmet, pas des faits, pas des dates, pas des noms, mais autre chose, plus subtil, plus profond, plus essentiel. Un savoir corporel peut-être. Les ruines nous apprennent par leur simple existence, par leur matérialité, par leur transformation. Elles nous montrent ce que devient la matière, ce que fait le temps, comment les choses se défont. Ce savoir-là ne passe pas par les mots, il passe par les sens, par le corps, par la présence. On apprend en marchant dans le sable, en touchant les pierres, en regardant les fissures, en écoutant le silence. On apprend avec tout son être, pas seulement avec son intellect. Et ce qui s'apprend ainsi, même sans mots, reste profondément en nous, devient mémoire corporelle, savoir incarné, compréhension silencieuse. Les ruines nous enseignent aussi l'acceptation de l'incomplétude. On n'aura jamais toute l'histoire, on ne comprendra jamais tout, on ne saura jamais avec certitude. Il y aura toujours des lacunes, des trous, des zones d'ombre. Et il faut apprendre à vivre avec ça, à ne pas chercher à tout remplir, à laisser le mystère être mystère. Cette acceptation est difficile. Notre époque aime les explications, les certitudes, les connaissances complètes. Mais les ruines résistent à cette demande. Elles refusent de se livrer totalement. Elles gardent leur opacité. Et peut-être qu'elles nous font ainsi un cadeau, celui de l'humilité face à ce qu'on ne peut pas savoir, de la sagesse face à nos limites. La mémoire sans voix est aussi mémoire collective. Elle ne parle pas d'un individu, d'une personne, d'un nom. Elle parle d'une présence humaine générique, anonyme, multiple. Des gens ont vécu ici, ont construit, ont habité, ont disparu. Qui étaient-ils précisément ? On ne sait pas, on ne saura jamais. Mais ils étaient, et les ruines en témoignent. Cette mémoire anonyme a quelque chose d'universel. Elle ne concerne pas seulement ce lieu, ces ruines, ce passé particulier. Elle parle de tous les lieux habités puis abandonnés, de toutes les constructions devenues ruines, de tous les passages humains qui s'effacent. Elle est mémoire de la condition humaine elle-même, de notre passage temporaire, de notre présence éphémère. Et en marchant dans ces ruines, en touchant ces pierres, en contemplant ce sable, on se connecte à quelque chose de plus grand que soi, de plus vaste que ce moment. On touche à une histoire longue, à un temps profond, à une continuité qui nous dépasse. Et cette connexion, même silencieuse, même sans mots, est précieuse. La mémoire sans voix nous apprend finalement que tout ne doit pas être dit, tout ne peut pas être dit, que le silence aussi transmet, que la présence seule enseigne, que la matière parle à sa façon, et que peut-être notre obsession moderne du verbal, de l'explicite, du narratif, nous fait manquer autre chose, ces formes de mémoire plus anciennes, plus profondes, plus silencieuses, qui passent par le corps, par les sens, par l'expérience directe. Les ruines nous offrent cette mémoire sans voix, non comme un manque, non comme une absence regrettable, mais comme un don, une possibilité, une ouverture vers d'autres modes de savoir. Et nous pouvons l'accepter, la recevoir, la laisser œuvrer en nous, sans chercher à la traduire, sans vouloir la forcer à parler. Juste la laisser être ce qu'elle est, mémoire silencieuse, présence muette, trace sans voix, qui persiste, qui demeure, qui continue de transmettre, à sa manière, dans son silence. La trace persiste, même quand le regard s'éloigne, même quand les pas nous ramènent ailleurs, même quand la ruine disparaît derrière nous. Quelque chose reste, gravé autrement que dans la pierre.
une empreinte douce, une mémoire légère, un savoir silencieux. Le sable continue de se déplacer, les ombres continuent leur rotation, le vent continue son travail patient. Les ruines demeurent, transformées chaque jour imperceptiblement, toujours les mêmes et toujours différentes. Et nous emportons avec nous ce que nous avons reçu là-bas, sans tout à fait savoir ce que c'est. Une qualité de présence, une attention aux fragments, une acceptation du silence. Les traces s'effacent, c'est leur nature, mais quelque chose en nous garde leur mémoire, même quand elles auront disparu complètement. Et peut-être que c'est là le véritable lieu de conservation, non dans la pierre, non dans le sable, mais dans le regard qui a vu, dans le corps qui a marché, dans l'esprit qui a contemplé. La ruine persiste en nous autrement. Maintenant, laissez ces images de sable et de pierre se mêler à vos rêves, laissez le silence des ruines vous accompagner doucement. Dormez paisiblement, bercé par la mémoire des traces, entouré par la douceur de ce qui demeure. Bonne nuit.